Bonsoir Raphaël. J'attends un peu que quelques minutes pour que d'autres personnes nous rejoignent. Merci Raphaël. Bonsoir Maman Tsumbo. J'attends encore une minute et puis je commencerai et puis les autres personnes nous rejoindront et pourront regarder la vidéo différée comme d'habitude pour pas trop changer le timing. Bonsoir Patrick. Bon, ben je vais commencer pour pas retarder trop la vidéo. Je pourrais pas résumer tout ce que j'ai déjà dit dans les précédentes vidéos parce que ça prendrait beaucoup de temps. Elles sont disponibles sur la page 3 tonnes, donc regardez dans l'ordre. C'est mieux pour comprendre le fil des idées. Et là, puisqu'on a parlé de la finance, on a parlé de l'organisation, on a parlé du juridique, de quoi faire tout un plan d'investissement dans les territoires. Aujourd'hui, je vais vous parler de commerce. Je rappellerai juste, bonsoir Irène, bonsoir Mawete. Je rappellerai juste que l'objectif du programme Mayele Yamotema, c'est d'inciter, disons, d'inviter les membres des diasporas des villages à investir dans leur village pour y améliorer les conditions de vie. Et donc, on avait planté le décor, on va dire, à 10 ans. Donc, dans dans une idée que dans 10 ans, les territoires ils puissent avoir de la bonne nourriture, puisqu'ils auront eu des semences, de l'outillage, de l'eau potable sur place, collectée sur place, et donc ils auront plus de temps pour leur activité, ils auront aussi de l'énergie, de l'électricité, et donc l'idée c'est de dire dans 10 ans, eh bien, on aurait des villages où il fait bon vivre, et de ce que je vois de plus en plus, et c'est très agréable grâce aux réseaux sociaux, il y a beaucoup d'initiatives d'éco-villages comme ça qui se font, et on voit effectivement qu'avec peu de moyens, la vie est tellement améliorée dans les villages que le résultat sont agréablement surprenants, mais en fait les gens arrivent à faire leur textile, arrivent à faire leur bâtiment, leur habitation, leur production, et donc ils vivent en parfaite autonomie. Et donc, comme je disais la dernière fois, au niveau de la faisabilité technique et des résultats escomptés, le fait d'investir, même pas forcément des grandes sommes dans les villages, c'est quelque chose qui est, on va dire, acquis. Maintenant, c'est de savoir quand on va démarrer à investir et combien de personnes vont pouvoir investir dans leur village. Et c'est à ce titre-là que je voudrais me projeter dans 10 ans, bien, dans les villages dans lesquels on a amélioré la vie, pour imaginer que de toute façon, même s'ils sont autonomes, ils auront toujours besoin des autres. L'autonomie, c'est pas l'autarcie. L'autonomie, c'est limiter la dépendance au juste nécessaire.
Et donc, ils auront à chaque fois besoin d'équipements, de maintenance et autres. Et donc, ils auront toujours besoin de ces investissements, en tout cas de devises extérieures. Et l'idée, c'est de passer le flambeau, c'est-à-dire que ce ne soit plus la diaspora qui y investisse, mais que ce soit eux-mêmes qui puissent s'autosuffire et donc créer des sources de revenus. Donc la base du commerce, c'est l'échange, et quand j'ai besoin de quelque chose ailleurs, eh bien je dois aller chercher chez moi ce que j'ai qui pourrait intéresser les gens qui sont ailleurs. Et donc là, dans les zones rurales, bien sûr, on peut penser tout de suite aux minerais. Donc j'en parlerai pas parce que c'est un gros dossier. Je pense que ça fait l'objet d'un dossier, disons, d'un dossier à part, même d'un programme à part. Puis il y a l'agriculture, c'est aujourd'hui la source principale de revenus des zones rurales. Donc les populations cultivent leurs champs. C'est moi qui regarde souvent Google Maps, je m'aperçois surtout dans la province du Lomami, on voit année après année les superficies qui sont consacrées à l'agriculture. C'est assez impressionnant de voir toutes les terres qui sont de plus en plus grandes consacrées aux champs. Je pense que c'est simplement parce que justement l'agriculture rapporte peu en fait, et donc il faut produire beaucoup, et les populations se fatiguent et fatiguent leurs terres pour un résultat qui n'est pas forcément grand, parce que une des règles dans le commerce, c'est que si on produit quelque chose que tout le monde produit, eh bien, on ne va pas produire avec beaucoup de marge, on ne va pas le vendre très très cher, et donc il faut avoir de grandes capacités pour être en mesure de suivre la concurrence, ce qui n'est pas le cas des cultivateurs dans les zones rurales qui sont au contraire très démunis et qui sont les grands perdants en fait de toutes les initiatives d'agriculture intensive. Et sachant aussi que l'agriculture en termes d'activité de ressources, c'est-à-dire que l'agriculture pour vendre les produits à plus de 100 km, c'est quelque chose qui devra forcément être restreint à cause des problématiques d'environnement. Et donc, chaque territoire va chercher à produire pour lui. Et donc, je pense que c'est une sorte d'impasse d'inciter encore les zones rurales à continuer à appauvrir leurs terres et à s'épuiser à cultiver. Et donc, dans cet esprit de trouver des choses qui sont donc uniques, donc que les personnes vont vouloir acheter parce qu'il y a que soi qui le produisons, ou y mettre le prix parce que c'est justement unique. Donc ça, c'est le premier critère. Donc c'est ce qu'on appelle les marchés de niche. C'est des petits marchés, il n'y a pas forcément beaucoup d'acheteurs, mais ils sont très investis, ils sont très motivés. Et le deuxième aspect, c'est de vendre quelque chose qu'on fait déjà, parce que imaginer de vendre quelque chose de nouveau que font d'autres personnes, ça veut dire se former, s'équiper, créer une nouvelle activité. Or, faire ce que l'on fait déjà et le vendre, c'est le meilleur moyen d'avoir le maximum de marge. Et donc, dans cette perspective-là, si on se met à 10 ans en disant que les villages sont des endroits où il faut bon vivre, sachant que aujourd'hui, il y a il y a des grosses problématiques de pollution. Donc, les villages en République démocratique du Congo sont quand même, on va dire, bénéficient d'un environnement clément qui peut-être dans 10 ans sera très rare sur la Terre. Donc ce sont des valeurs qui peuvent être mises en avant. Et donc la première valeur, c'est la capacité d'accueil. Donc ça peut être la capacité d'accueil pour la famille qui va venir, au lieu de dire je vais en Europe, aux États-Unis ou en Chine en vacances, je peux vouloir aller en vacances dans mon village, passer une semaine, un mois, et l'argent que j'aurai dépenser ailleurs, je pourrais le dépenser au sein du village et apporter les devises. La capacité d'accueil aussi, donc dans le tourisme, c'est-à-dire pas forcément les gens que je connais, mais d'autres personnes qui sont peut-être au bout de la terre, mais qui ont envie d'être dans un bon environnement. Personnellement, j'ai vu ce qu'on appelle des spots, on va dire sur le territoire de la Lomami. C'est des endroits, par exemple, qui sont magnifiques pour faire tout ce qui est vol à voile, parapente. Et donc, je suppose qu'il y a des gens qui sont passionnés d'aventure, qui seraient contents d'avoir des structures pour pouvoir passer quelques semaines dans ces endroits privilégiés. Donc il y a le tourisme de façon générale, mais ça peut être aussi des tourismes pour se reposer de repos, du tourisme d'aventure, du tourisme pour découvrir la biodiversité, donc un ensemble de thématiques qui peuvent permettre au village d'accueillir des personnes qui pourront laisser leur devise. Et puis aussi
quelque chose qui est moins connu, mais qui est l'accueil des entreprises, l'accueil des activités, puisque quand une entreprise elle a besoin de bureaux, ce sont des coûts qui sont importants pour elle, et donc pouvoir s'installer dans des villages pour faire des activités qui peuvent se mener à distance, comme de l'ingénierie, du conseil, ou encore des centres d'appel, c'est quelque chose qui peut être à valoriser auprès d'entreprises et même d'entreprises éloignées pour pouvoir bénéficier des réductions de coûts, d'une masse salariale qui est moins coûteuse et ce genre de choses. Donc la capacité d'accueil d'un endroit qui fait bon vivre et qui est original dans la mesure où il est différent de ce qui est proposé sur le marché, c'est vraiment déjà un des atouts des zones rurales. Et en République démocratique du Congo, il y a une richesse des paysages, des cultures et autres, puis c'est un territoire immense, donc chaque village peut tirer son épingle du jeu. L'autre le grand potentiel en fait en marché de niche, on l'oublie souvent, c'est la culture, parce que la culture, que ce soit la chanson, le cinéma, l'histoire, la littérature, ce sont aujourd'hui des marchés qui sont très importants en masse financière, et donc quand on peut imaginer qu'un village il est comment dire, son groupe de danse, et que ce groupe se produit un peu à l'international. On peut imaginer des chansons qui sont publiées, des chansons traditionnelles. On peut imaginer des livres d'histoire. Il y a beaucoup de villes et d'endroits qui vivent justement de leur culture et qui drainent des personnes dans des musées, voire des peintres, des artisans. Et si c'est pas l'objectif n'est pas de gagner des grandes sommes, mais ces sommes-là peuvent être très importantes pour les villages, et leur donner des revenus entre guillemets faciles, puisque c'est les talents des personnes qui sont là, c'est leur propre histoire, c'est leur propre culture. Sachant aussi qu'il y a l'aspect scientifique, c'est-à-dire qu'il y a toutes des recherches et de développement qui sont faits dans les universités pour avoir des connaissances, ne serait-ce que sur les plantes, sur les pratiques ancestrales, sur tout un tas de compétences qu'on a dans les villages et qu'on n'a plus dans les villes, qui peuvent intéresser des scientifiques. Et là, il faut ouvrir, je pense, un dossier dont j'avais parlé un peu précédemment, qu'on appelle souvent l'appropriation culturelle. Donc ce sont des prises de conscience qui ont été faites, que par exemple la culture, si j'entends un bon rythme quelque part quand je passe à un endroit et que je le reproduis dans ma musique, et que moi je vends mon album à des millions d'exemplaires et que je gagne beaucoup d'argent, c'est pas forcément juste pour celui qui est l'auteur du rythme. Et donc il y a une prise de conscience comme ça planétaire, qu'il faut redistribuer une partie des gains que l'on fait par rapport à ce que l'autre a produit, que ce soit en matière de mode, de tissu, de technique ou autre. Et donc je crois que c'est important que la République démocratique du Congo s'investisse de ces dossiers, parce que l'Afrique de manière générale sur des centaines d'années a été l'objet comme ça de ponction d'un grand nombre de connaissances et d'apports qui n'ont jamais été, en tout cas, ne serait-ce que, disons, on va dire, reconnu, mais après rémunéré. Donc l'objectif, c'est pas forcément de rentrer dans des procédures, des procès, des choses comme ça, mais peut-être d'établir des règles qui fassent, ou des intermédiaires qui sont plus respectueux de ces valeurs-là, pour restituer une partie des revenus générés par les apports culturels ou autres des villages. Après, on a tout un tas de productions qui peuvent être de l'ordre de l'artisanat, de l'art, de tissu, de poterie, et bien d'autres choses auxquelles on ne pense pas, parce que justement, les villages aujourd'hui sont, comment dire, ils sont mis à l'écart de toute l'économie mondiale, et ce sont des personnes qui vont aller visiter. Il y a, comme je vous le disais la dernière fois, des industries pharmaceutiques qui emploient des personnes pour aller visiter tous les villages et voir toutes les plantes qui sont utilisées par les praticiens.
il y a aussi des personnes pour la musique et des personnes pour le sport. Donc ils viennent comme ça faire entre guillemets leurs courses sur les territoires. Et je pense que c'est intéressant que ce soit les villages qui viennent à l'encontre des besoins au niveau de la planète pour pouvoir vendre leur production et avoir en direct des bénéfices qui, sur un plan, on va dire, comment dire, national, n'ont pas forcément beaucoup de valeur comparé à d'autres activités, mais sur le plan d'un village, avoir ne serait-ce qu'un budget entre 10 000 et 50 000 dollars annuels, il y a certains villages aujourd'hui qui ne l'ont pas et qui ne peuvent pas l'espérer. Donc l'idée là, et je finirai là-dessus, c'est que le programme Mayele Yamotema, c'est juste, justement, c'est l'intelligence du cœur, c'est-à-dire dire, ben, on est dans une famille et puis les personnes dans les zones rurales sont un peu à part. Comment faire un contrat gagnant-gagnant à long terme pour déjà améliorer les conditions de vie dans ces villages, ça serait la phase 1, et en phase 2, comment mettre en place des différentes, comment dire, différents outils pour que ben, ces villages-là puissent gérer eux-mêmes leur investisseurs, on va dire, disons leurs ressources de revenus et pour aller doucement vers d'une qualité de vie plus appréciable que celle qui est là aujourd'hui. Voilà. Là, je clôture en fait, je pense, les différents aspects du programme à long terme, puisque là, on se retrouve, on va dire, peut-être dans 15 ans, 20 ans. Mais c'était pour dire que juste derrière le fait qu'aujourd'hui, d'investir dans son village d'origine, par exemple, et de donner un montant annuel pour que les personnes puissent faire leur jardin, c'est un premier pas vers d'autres choses. Parce que une fois que les personnes ont leurs semences, ça veut dire que des graines reproductibles, c'est à vie, c'est pour des centaines d'années qu'elles pourront continuer à cultiver des choses qu'elles ne pouvaient pas cultiver ou qu'elles ne pouvaient plus cultiver là. Quand ils ont des outils, des bons outils de bonne qualité, ça dure des centaines d'années aussi. Donc c'est sur le long terme. Et puis une fois que les personnes mangent bien, sont rassurées sur leur avenir, elles sont motivées, si elles n'ont plus à passer des heures pour aller chercher de l'eau, ben, elles ont du temps supplémentaire. Donc c'est renouer avec la production locale, l'économie locale et leur permettre de sortir la tête hors de l'eau parce que moi, de tous les témoignages que je vois, aujourd'hui, les villages ont non seulement des difficultés dans leur vie quotidienne, mais aussi ils ont une vision tellement dépréciée de la vie dans les villages que presque le rêve de la personne dans le village, c'est de pouvoir aller ailleurs. En tout cas, c'est le rêve des jeunes de pouvoir faire des études et pouvoir sortir du village. Or, le valoriser, ben, c'est pouvoir faire rester ces jeunes-là qui pourront produire pour leur village et puis faire revenir d'autres personnes qui pourront aussi s'y mettre et puis donner une idée, une image plus juste, je trouve, de la vie dans les zones rurales. Surtout quand on voit que dans les villes, dans les grandes villes, ben, la qualité de vie n'est pas là. Et donc, la fuite n'est pas une solution. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire. Euh, je ne sais pas si vous m'entendez bien pour finir. J'ai parlé sans demander de retour, donc là je suis inquiète. Vous pouvez me rassurer sur le fait que je sois bien entendue. Ah, je crois que j'ai eu un pouce bleu, ça veut dire qu'on m'entend. Alors, donc apparemment on m'entend. Donc je vais, si j'ai pas d'autres questions, ah, je vois quelqu'un qui est en train d'écrire, donc je vais attendre pour y répondre. Non, j'ai pas d'autres questions. Juste, peut-être je vais faire alors un commentaire d'ordre global, parce que moi je suis spécialisée dans l'innovation et j'ai l'habitude que bah, dans l'innovation, ceux qui sont les inventeurs sont pris
pour des doux rêveurs et donc que ça peut être très joli ce programme, mais que comme il n'a jamais existé avant et que la démarche n'a jamais été entreprise avant, comment prouver que ça va se passer comme on l'imagine. Donc je vais rappeler que l'innovation c'est une façon de progresser et donc une façon de progresser par le nouveau en disant si les méthodes avant n'ont pas marché, essayons une nouvelle méthode. Mais c'est pas parce que c'est nouveau que ça va forcément réussir. Mais la seule chose, c'est que le fait d'aller dans du nouveau fait que la réussite, elle n'est pas forcément, comment dire, si elle ne réussit pas, c'est pas forcément parce que c'est pas bien ou autre, c'est parce que on freine tous au nouveau. Le changement fait souvent peur. On préfère la situation qu'on a, même si elle est inconfortable, parce qu'on la connaît, à une situation qu'on dit mieux, mais qu'on ne connaît pas. Donc nos réflexes en tant que humain, personne de société, c'est nouveau, donc je freine et j'attends de voir que les autres s'y mettent pour pouvoir conclure par moi-même et me lancer. Donc moi je suis pas forcément surprise qu'on me regarde souvent en disant mais c'est quoi ces histoires parce que ça se joue sur le long terme et comment dire ça peut prendre des années pour que plusieurs personnes s'habituent à une idée nouvelle, puissent l'adopter puis oser se lancer. Euh, Et donc, le processus d'innovation, il est lent, mais par contre, ce qui est assez appréciable, c'est qu'une fois qu'on a bien semé les graines dans l'état d'esprit des différentes personnes qui commencent à penser, à dire ça serait bien si on faisait différemment ou autre, il y a des consensus qui se mettent en place et une fois que une personne s'y met, 10 personnes s'y mettent, 100, si ça a été bien pensé, eh bien en fait la prolifération est importante. Donc le fait que l'innovation tarde à se mettre en place, pour moi, c'est pas quelque chose de négatif, c'est pas un critère. C'est oui, ça prend du temps à se mettre, mais c'est pas l'indicateur de performance d'une innovation. L'indicateur, c'est le bien fondé des choses. Je vais lire les questions. Donc, les droits d'auteur pour les chansons. Alors, oui, alors le droit de... Oui, il y a des... Non, je pense qu'il y a de grandes affaires sur les droits d'auteur pour les chansons. Euh, Aujourd'hui, c'est effectivement au niveau de l'État que ça se joue, mais je crois qu'avec YouTube, avec les réseaux sociaux, les droits d'auteur sont en train d'un peu de muter. En fait, ce qui est très important, c'est le retour qu'a l'auteur. C'est-à-dire que par exemple sur YouTube, on va dire je donne tout plein de choses gratuitement, tout le monde peut les utiliser, donc YouTube pour partager, quand on partage des images ou tout ça. Ce qui compte, c'est que moi j'en ai quelque chose, qu'on dise par exemple toujours que c'est moi qui l'ai fait, parce qu'après je vais avoir une notoriété et avec cette notoriété je vais pouvoir faire autre chose. Donc le droit d'auteur tel qu'il a été fait, on va dire de façon juridique appliqué jusqu'à présent, il est en train de muter et c'est une bonne chose parce que l'objectif c'est pas de dire je veux la moitié de ce que l'autre a, parce que par exemple, si je chante comme ça dans la rue quelque chose qui est sympa, eh bien, je pourrais pas forcément aller sur des podiums, avoir énormément de succès. Donc, le 50% d'efforts qu'il faut faire pour avoir le succès, c'est l'autre personne qui va le faire. Et des fois, pour que lui, il ait du succès, il a fallu ramer pendant des années. Donc, c'est pas juste dire je veux un pourcentage de ce que l'autre a reçu. C'est des choses beaucoup plus fines. Et je pense que ça commence déjà par le respect de l'autre. Et si quelqu'un entend une musique et dit, ben oui, cette musique, par exemple, aujourd'hui, j'entends beaucoup de musique congolaise avec des rythmes congolais. Ben moi, je les reconnais et donc je suis contente dans le sens où je dis, ben, la musique congolaise, elle passe en dehors des domaines, on va dire, classiques, mais ce qui serait bien, c'est que l'auteur reconnaisse ou explique que dans sa chanson, il s'est inspiré de rythmes congolais ou ce genre de choses. C'est ça qui est un peu, disons, aujourd'hui, par exemple, juste pour la musique congolaise, c'est que la musique congolaise passe beaucoup, même surtout dans les danses aujourd'hui, mais elle n'est pas forcément rappelée. On ne dit pas, tiens, je danse de la musique congolaise, on dit je danse, c'est parce que c'est à la mode en ce moment. Et c'est ça
sur lequel on doit se battre. Alors je ne sais pas ce que les ministères peuvent faire, mais en tout cas je pense que les réseaux sociaux peuvent faire, c'est se réapproprier culturellement certaines valeurs, parce qu'après c'est plus facile pour des artistes de passer, parce que s'ils disent je suis un artiste congolais et que les gens savent que c'est par exemple une autre musique qui a eu du succès sur la même base de musique, ils vont aller voir ne serait-ce que par curiosité. Et je pense que c'est ce qui va faire la valeur des villages, des propositions artisanales et autres, c'est le consensus que les Congolais peuvent avoir en disant ça a de la valeur. Aujourd'hui, je vois par exemple, il y a des tapis Kuba, ils sont vendus une misère sur le marché, alors que de ce que j'ai appris, les personnes qui tissent, qui brodent les tissus, mettent 1 an pour le faire. Mais ça, c'est pas dit. Donc la personne, elle achète son tissu en disant c'est beau, c'est sympa. Mais si elle savait qu'il y avait 1 an pour le faire, elle n'oserait peut-être pas l'acheter au même prix. Hein, donc c'est une bataille qui doit se faire et je pense que ça ne dépend pas juste des gouvernements, c'est une bataille de tout le monde de défendre sa culture, pas pour attaquer, hein, mais pour juste dire oui, c'est nous qui en font, c'est nos artisans, ils ont plein de talents et défendons-les tous collectivement. Je pense que quand quelqu'un travaille 1 an sur quelque chose, c'est pas décent de le vendre pas cher. Et on doit tous se battre pour la valorisation des tissus. Je voyais l'autre jour, il y a eu un défilé qui a été fait avec des tissus africains, artisanaux, et celui qui fait disons, le styliste, il est d'origine africaine, il est camerounais, et il le dit, ce sont des tissus artisanaux africains. Et donc, il valorise l'Afrique par son activité. C'est important aussi que d'autres stylistes qui utilisent peut-être des tissus africains le disent aussi. Parce que c'est ça qui fait qu'après, les gens, ils sont curieux, ils ont envie d'aller voir, ils ont envie de visiter les villages, ils ont envie d'écouter, et ça fait ce qu'on appelle la promotion. Voilà. Euh, je, je lis aussi sur la manière d'Israël, sur les kibbutz. Alors, je ne connais pas bien les kibbutz, de ce que j'ai compris, c'est aussi des petites, disons, des petites entités, des petits groupes qui se sont organisés dans l'autonomie. Je sais pas si, disons, moi j'ai pas de retour sur le résultat aujourd'hui, disons, l'impact des kibbutz en Israël, mais donc si tu dis que ça se développe, c'est bien. Disons, le programme, il invente rien, hein, parce que je vois, c'est en Corée du Sud, il y a eu des grands mouvements comme ça d'autonomie qui sont installés, ils ont très très bien marché, ils ont été récupérés par des industries, et c'est l'industrie coréenne, si aujourd'hui elle est aussi forte, aussi bien organisée, c'est grâce à ces premières coopératives qui ont réussi comment dire, à se mettre ensemble et à reconstruire le pays après de grandes difficultés. Je pense aussi aux initiatives qu'il y a eu à plusieurs reprises en Amérique latine et qui démontrent que quand les êtres humains ils se mettent ensemble et ils se solidarisent, ils font beaucoup de choses. Après, il y a toute une problématique dont on a parlé tout au début, qui est la problématique capitaliste, libérale, qui joue sur la compétitivité et qui dit moi j'ai plus gros moyens, donc si vous faites quelque chose qui intéresse et qui gagne de l'argent, moi je veux me mettre dans la danse. Et l'ennui, c'est que ceux qui ont des gros moyens aujourd'hui, ils captent l'activité et des fois c'est au détriment des personnes qui ont commencé, qui ont eu l'initiative. Et c'est pour ça que je le vois assez tristement, il y a beaucoup d'initiatives de jeunes par exemple qui sont dans l'informatique et je vois qu'ils font beaucoup d'efforts, disons c'est absolument incroyable tout ce qu'ils font et des fois je me dis oui mais c'est en train de faire ce qu'on appelle le lièvre, c'est-à-dire qu'ils vont ouvrir le marché de l'informatique en RDC puisque les sociétés recherchent des ingénieurs à tout prix, ils vont ouvrir, ils vont former les personnes et puis quand ça sera fait, il y aura des plus grands qui auront des plus grands moyens et qui vont prendre et donc on va dire oui c'est super, ça fait développer mais quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas bon sur le fond et qui fait que des initiatives de coopération, elles s'essoufflent parce que après coup, si elles réussissent aujourd'hui, elles sont prises dans les filets de grosses sociétés
qui ne vont pas prendre en compte des particularités. Et c'est pour ça que l'idée d'aller doucement avec le programme, c'est aussi l'idée de dire, ben, si les villages congolais se mettent ensemble à éclore en grande quantité, eh bien ça évitera que y ait des endroits au Congo dans lesquels les choses soient très bien et qui développent des activités à cet endroit-là et qu'à côté il n'y ait rien. C'est important dans le vivre ensemble de dire ben, on va tous décoller ensemble. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui m'abordent et qui ne sont pas forcément de République démocratique du Congo, il y en a qui sont venus du Congo justement, du Bénin, et la porte est ouverte parce que si le modèle il marche en République démocratique du Congo, il n'y a pas de raison qu'il soit fait ailleurs. Et je finirai juste, puisque j'ai pas d'autres commentaires, en disant que la culture du vivre ensemble, du gagner ensemble, elle est très forte au Congo. Alors bien sûr, il y a eu, disons, il y a eu toute une période d'insécurité qui continue et qui fait que les relations entre les familles, les groupes sont cassées, en tout cas sont difficiles, mais on voit bien que derrière toutes les difficultés, il y a toujours mais il ne faut pas dominer les autres, il faut respecter les autres et tout ça. C'est pas en pratique, mais en théorie, elle est là. Et cette culture-là, à mon sens, telle que je le vois en Europe, si aujourd'hui il y a autant de conflits en Europe, c'est parce que il n'y a pas cette culture-là. C'est ma corporation doit gagner sur les autres. Et si on n'est pas d'accord, alors on se bat. Et c'est quelque chose qui est un grand frein pour tous les développements sociaux et tous les défis sociaux que l'Europe, par exemple, doit avoir, puisqu'elle a cette vision compétitive de la société qui n'est pas le cas de la République démocratique du Congo, et ce qui fait qu'elle est peut-être un peu à la marge et en retard par rapport aux autres, disons, aux autres territoires, puisqu'elle n'a pas cette tendance à dire je veux dominer les autres et être le meilleur et le plus puissant. Elle veut juste être bien, et c'est à ce titre-là que, à mon avis, les Congolais peuvent dire ben non, on veut apporter quelque chose de différent. Et puis je rappellerai que moi je suis de culture européenne, donc je suis fascinée par cette culture africaine parce que quand je lis, que ce soit l'Europe, les États-Unis ou l'Afrique, à chaque fois que je vois quelque chose qui n'est pas européen, je le détecte. Parce que je sais, ça ne m'appartient pas, c'est quelque chose de tout à fait différent de ce qu'on m'a appris. Je donne souvent l'exemple du mot maman. Pour moi, de culture européenne, maman, c'est ma maman biologique. Alors que pour les Africains, maman, c'est madame, la dame que je rencontre dans la rue, c'est ma mère, c'est ma tante et tout ça. Et donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui perdure des centaines d'années après le choc culturel. La plupart des Africains considèrent toutes les femmes comme leur mère. Et ça veut dire beaucoup, puisque si on considère que toutes les femmes sont nos mamans, ça veut dire qu'on se trouve dans une société qui est une société qui va nous aider, puisque tout le monde représente quelqu'un de soutien. Si tout le monde est nos papas, et c'est pareil, c'est-à-dire qu'on est protégé par tous nos papas. C'est une façon qui au début était un peu surprenante pour moi. Et en fait, je me dis, oui, c'est une valeur qui est énorme, c'est la valeur humaniste. Et c'est celle-là qui, à mon sens, devrait être plus valorisée, et parce qu'on a besoin aujourd'hui, plus que jamais, de cette façon de voir le monde. Voilà. Merci Lambert. Merci Lambert. Bien, je vais arrêter là. Je vous remercie pour votre écoute. Je vais publier la vidéo, et comme ça elle pourra être diffusée en différé. Et puis s'il y a des questions ou d'autres commentaires, vous pouvez me les mettre, je répondrai. Et n'hésitez pas à aller sur le site web et la page, et puis à discuter en off. Je suis là pour faire avancer les idées et stimuler chacun à sortir des sentiers battus. En tout cas, merci à tout le monde, et bonne soirée, bon dimanche et bonne semaine qui arrive.